Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Asma Niang, vous êtes née à Mohamedia, au Maroc, où vous avez connu une enfance difficile avant de rejoindre votre mère en France à l'âge de 11 ans. Vous ne connaissez alors pas un mot de français, vous êtes une écorchée vive emplie de colère et pourtant, malgré l'adversité, vous faites de l'héritage émotionnel de vos épreuves une force jusqu'à devenir l'une des rares femmes sapeurs-pompiers de Paris, un métier que vous exercez pendant 10 ans. À 20 ans, vous découvrez le judo. C'est une révélation qui change votre vie et vous permet de réaliser votre rêve olympique en vous propulsant au sommet dans la catégorie des moins de 70 kilos. Vous représentez brillamment le Maroc sur la scène internationale avec tout simplement le meilleur palmarès de judo marocain à ce jour, avec notamment 6 médailles d'or aux championnats d'Afrique, 1 médaille d'or aux Jeux panarabes ou encore vos participations aux Jeux olympiques de Rio et Tokyo. Vous êtes également conférencière sur le dépassement de soi, vous donnez des cours en école de commerce, vous êtes thérapeute diplômée, préparatrice mentale et auteure du livre À bras le corps. Vous inspirez de nombreux jeunes athlètes avec votre parcours exceptionnel de résilience et de courage. Bonjour Asma. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Vous avez une enfance difficile, à tel point qu'à force de pleurer, vous avez eu une hernie ombilicale. Est-ce que vous pouvez nous recontextualiser tout ce qui s'est passé entre vos débuts au Maroc, le point de rupture en Algérie et finalement votre arrivée en France ? En fait, tout simplement, il y a eu une séparation avec ma mère, un peu moins d'1 an. Et puis ma mère, un divorce compliqué. Et puis, elle n'a pas pu, malheureusement, avoir notre garde. Et elle a dû être séparée de nous par force. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pleuré quand j'étais petite. Alors j'ai tellement pleuré que mon hernie ombilicale, en fait, il y a eu une affection et on me disait que j'allais peut-être y rester. Et puis voilà, j'ai eu une opération et c'est passé. Alors c'est vrai que j'ai fait un peu une métaphore avec ça dans le livre pour dire on peut guérir, mais la cicatrice, elle est là. Et ces 10 ans de séparation avec ma mère, ça reste un traumatisme. Cet univers d'abandon, et c'est que j'ai eu beaucoup de discussions aujourd'hui lorsque ma mère elle a lu le livre, en lisant le mot abandon. Alors il y a eu beaucoup un peu de conflit au départ parce qu'elle comprenait pas. Elle me disait non, je t'ai jamais abandonnée ma fille. Mais donc il y a aussi une thérapie familiale par rapport à ça aujourd'hui. Et ce livre aussi en témoigne, surtout pour ma famille. Avec votre père, vous quittez le Maroc et vous vous retrouvez finalement seul avec votre sœur en Algérie avant d'arriver en France. Vous pouvez nous expliquer ce passage ? Alors mon père, j'ai toujours recherché à savoir ce qu'il faisait vraiment. Il s'avère qu'il avait passé un moment, on va dire, incarcéré en prison, donc il était ressorti et puis il pouvait pas rester dans le territoire marocain, donc il nous a emmenés pour pouvoir peut-être aller dans un autre pays par la suite. Et là, on a eu un passage où on est passé par la frontière. C'était l'époque très difficile en Algérie. C'était un peu la guerre civile là-bas. Il nous a emmenés là-bas en attendant d'aller à notre pays. Et c'est vrai que ma sœur, très intelligente, elle avait déjà préparé l'évasion pour qu'on retrouve notre mère. Et en fait, c'est ce qui se passe finalement. On a sauté ce muret, comme je l'explique dans le livre, sans spoiler. Et puis voilà, on appelle ma mère et puis elle nous récupère. Vous arrivez en France, vous parlez pas français, vous arrivez dans un nouveau système scolaire. Après ces épreuves violentes pour une enfant de 11 ans qui est donc au seuil de l'adolescence, comment vous faites pour aborder positivement ce nouveau chapitre en France ? J'avais plusieurs découvertes de ma mère, de comprendre qui elle est, vraiment, et de vivre avec elle. Mon seul repère, c'était toujours ma grande sœur. Et puis la langue de Molière, le français, c'est une langue tellement difficile. Je me suis retrouvée dans une école francophone. Très rapidement, en fait, je me retrouve au collège. Et là, j'avais beaucoup la barrière de la langue. C'était quelque chose de difficile. Mais heureusement, il n'y a pas beaucoup de dialogue. On joue. Et j'étais très forte en sport. Donc forcément, celui qui est bon en sport, on le choisit. Les garçons, je courais aussi vite qu'eux. Donc j'étais un petit peu la star du collège, celle qui faisait beaucoup de sport. Et donc, le sport, en fait, m'a aidée à m'intégrer énormément. Dans votre livre, vous faites un parallèle qui est étonnant entre votre enfance compliquée et malheureuse et celle des serial killers. Vous avez eu peur de la colère que vous aviez en vous ?
Elle vous a fait peur, cette colère ? Déjà, j'étais une enfant curieuse. J'avais des obsessions du savoir. C'est-à-dire que s'il y avait un mot, j'allais m'attarder dessus. Alors moi, il faut savoir que je suis dyslexique. Et moi, j'ai toujours pensé que la dyslexie, c'était quelque chose de cérébral. Je l'associais à cancre ou quelqu'un qui est pas bon, alors que ça n'a rien à voir, ça vient des gènes. Et donc, pour enlever ça, il fallait que je lise. Je passais des heures et des heures à la médiathèque. Je lisais toujours dans la sociologie ou comprendre les peuples, comment ils fonctionnent. Ou alors ça poussait vers la psychologie. J'ai compris très tôt que souvent, ceux qui faisaient du mal, ils avaient une enfance triste. Et j'essayais toujours de comprendre pourquoi il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont méchants, et pourquoi il y en a qui passent à l'acte. Alors vraiment, c'était une croyance et ma supposition de jeune fille que c'était celui qui fait du mal ou celui qui finit en prison. Et en fait, il y avait des traumas, il y avait quelque chose qui n'était pas réglé, et donc je l'associais vraiment à ça. Du coup, j'avais peur d'être ça. Je savais très bien que j'avais un passé pas terrible, j'ai manqué de repères, pas de figure vraiment paternelle présente. Et donc je me suis dit, finalement, je vais peut-être devenir une mauvaise personne. Donc j'ai fait plutôt une obsession de pas devenir une mauvaise personne très tôt. C'est ce qui m'a aidée en fait à me construire. Depuis toujours, vous voulez être un super-héros. Le sport est votre planche de salut et vous avez fait un mix de cette fascination pour les super-héros et du sport. Et du coup, vous avez développé un rêve qui était celui du rêve olympique plus que d'un sport précis. Donc, pourquoi ? Alors, c'est vrai que les sports où je pouvais m'identifier à l'époque, c'était vraiment tout ce qui était les Afro-Américains. C'était l'athlétisme. Au départ, je voulais finir dans une finale de 100 mètres. Pourquoi forcément les Afro-Américains ? Parce que à l'époque, ils exprimaient leur vulnérabilité que je trouvais pas en France. Ils arrivaient à exprimer leurs échecs, tout ça, donc j'arrivais à m'identifier plus facilement qu'avec des athlètes français. Je sais que ça m'a beaucoup conduit à trouver une aspiration puissante pour avoir un chemin. Et à 16 ans, vous avez une nouvelle épreuve, alors que vous êtes championne de France d'athlétisme et de handball. On vous refuse l'entrée en sport-études et ça, vous le vivez violemment. Ça renforce votre sentiment de rejet et d'abandon. Comment vous surpassez ça ? Je me suis sentie mal comprise. Alors j'ai compris que le système, des fois, il est un peu mal fait parce que je trouve que chaque enfant, en fait, a un talent. Chaque enfant a du génie. Et c'est vrai que moi, j'étais surdouée dans le sport. C'est-à-dire que on pouvait m'expliquer n'importe quel sport, j'arrivais à le comprendre tout de suite. Je m'adaptais très vite, sauf que on mettait pas le PS comme au même niveau que les maths et que il y a plein de pays voisins où on le fait. Hein. Si t'es bon en maths et t'es bon en sport, c'est pareil. Et donc le sport c'était une option. J'ai entendu la première fois ce mot, échec scolaire, alors que je m'étais vraiment battue pour avoir la moyenne et il fallait plus pour aller en sport-études. Et donc, je vois toutes mes copines partir et moi, j'étais très triste. D'ailleurs, il y a une photo que j'ai accrochée chez moi où je suis en train de pleurer. On est championne de France de moins de 18 ans, sachant que mes copines partent en sport-études. Moi, non. Et donc, elles pensaient que je pleurais de joie, mais moi, je pleurais de tristesse et je leur ai jamais avoué ça. Je leur disais, ouais, je suis contente. Et en fait, tout le monde partait et puis moi, je partais faire mon CAP BP cuisine. C'est de là que vient votre détermination de se dire, on y va, on fonce et puis on verra. Ma mère, à l'époque, elle me disait, les Français, ils aiment bien manger, la gastronomie française, tout ça. Il y aura toujours du travail là-dedans. Je me suis dit, je vais mettre mon rêve de côté. Je vais pas l'exprimer parce que le retour derrière, il peut être violent. Je le cache quelque part à double tour et puis j'ai décidé de couper des oignons. C'est pour ça qu'il y a une phrase qui dit « J'ai accepté de couper beaucoup d'oignons pour faire les Jeux Olympiques. Oui. » Donc voilà, j'étais chez Potel et Chabot. Donc j'ai pas choisi n'importe quel endroit pour apprendre ce milieu très patriarcal. Au final, il y avait beaucoup d'hommes. Et puis en fait, c'est ce milieu qui m'apprend aussi la discipline. Ça m'a créé des repères. J'ai eu des repères qui m'ont un peu accompagnée et mis des cadres, en fait, tout simplement, où une jeune fille en avait besoin. Donc c'était quelque chose de positif. Finalement, vous arrêtez la cuisine parce que vous vous brûlez au 3e degré. Oui. Et là, ça change à nouveau votre vie ? Oui, complètement. Donc à un moment donné, c'était peut-être le moment d'enlever cette blouse qui a duré pendant 1 an parce que j'étais brûlée à la cuisse et à l'avant-bras, où j'étais greffée ici d'ailleurs à l'avant-bras. Après, il y a eu que quelques postes d'intérim comme ça, mais j'étais déjà sur autre chose. Et c'était déjà de devenir pompier ? Pas du tout. Alors vraiment, pompier, c'est le destin. Le judo, je le découvre tellement tard, à l'âge de 20 ans. Et puis, un jour, à côté du dojo, je pars courir. Et là, il y avait un gradé qui courait à côté de moi. Et c'est vrai que j'avais une bonne foulée. Il me dit, vous courez bien. Je suis à la caserne d'à côté. Ça y est, on a ouvert aux femmes. Et je dis, vous avez ouvert quoi ? Et il me dit, la caserne des sapeurs-pompiers. Les seuls 2 corps d'armée où il n'y avait pas de femmes, c'est la Légion étrangère. Et les pompiers, ça y est, ça fait depuis 2-3 ans. Les femmes, elles sont là, mais ils sont très, très peu. Et puis, je dis, le métier consiste à quoi ? Là, il me dit, sauver des vies et faire du sport. Alors, la petite fille qui va être super-héros et en même temps la sportive. Donc, je lui dis, je signe dans ce métier. Et je ne savais pas où je mettais les pieds. Les tests, je voulais les faire comme les hommes. On ne comprenait pas qu'il y avait des tests pour les hommes et les femmes alors que c'était le même métier. Et donc, je réussis.
Et puis voilà, je me retrouve enfermée dans un fort de Villeneuve-Saint-Georges avec beaucoup d'hommes. Alors là, c'est de la testostérone un peu partout. Des hommes extraordinaires et des hommes qui peut-être qui manquent de confiance et peut-être que je dérangeais, mais c'est une mini-société. C'est pas parce que c'est les pompiers que c'est comme le monde entier, mais dans un organisme. Même avant votre carrière, vous êtes encore pompier et vous remportez les championnats de France militaire de judo. Donc ça fonctionne tout de suite, le judo. C'est une de mes plus belles rencontres, en fait. Judo veut dire voie de la souplesse. C'est un sport très, très résilient. Avant même d'apprendre à faire du judo, on m'a appris à chuter. Je trouvais que c'était une métaphore et un message très puissant. Donc je découvre ça à l'âge de 20 ans. J'essaie, je mets le judogi. Des fois, on confond avec le kimono, mais c'est un judogi. Et puis là, je vois un entraîneur, Yves Abdoun. Cet entraîneur, tout commence par lui. Yves, il me dit une phrase. Cette phrase, c'est « Si tu continues ce sport, tu iras loin ». Moi, je l'ai vu en anneau olympique. Peut-être c'est le reflet de ce que j'avais à l'intérieur, ce que j'incarnais, en fait. Et puis là, il me voit tous les jours. Et là, c'était parti, en fait. Je dis toujours, j'ai aimé le judo sur le tard. C'est surtout le fait qu'il me dit « Tu peux aller loin ». Alors moi, j'ai vu une voie vers les Jeux olympiques. Donc vous débutez à 20 ans et votre carrière internationale commence à 29 ans. Il se passe quoi pendant ces 9 ans ? Le métier de pompier qui m'a pris beaucoup de temps. Je me formais et puis aussi sur le circuit français, j'ai accepté d'être partenaire avec les meilleurs et de me former auprès des meilleurs. Le judo français est très très fort. Et puis médaillé en France aussi avant de partir, je deviens médaillé première division. Finalement, j'ai décidé de prendre des décisions exceptionnelles par un entraîneur français. Puis il me dit, bah voilà, Asma, t'es née au Maroc. Pourquoi tu matcherais pas pour le Maroc, pour ta carrière olympique? Pourquoi tu essaierais pas? Et c'est vrai que lorsque je décide de quitter l'armée, parce qu'on ne peut pas faire les deux, à 29 ans, c'était pas que faire les Jeux, c'était aussi faire partie des meilleurs mondiaux. Parce que les Jeux, il faut les mériter. Tout le monde sait que les Jeux, j'incarnais le sport, que j'étais bonne dans ce que je faisais, mais on ne comprenait pas que je voulais le faire à cet âge-là. Donc à chaque impossible, ça devenait vraiment une... Waouh, ils m'ont dit c'est impossible, il faut que je le fasse. Plus on me disait non, plus je disais bon, ok, je claque la porte, décision exceptionnelle, résultat exceptionnel. Et donc les Jeux, ils sont tellement hauts, il fallait que ça soit la même exigence que l'exigence des Jeux. Donc je me suis mis à la même hauteur pour réussir et je pense que c'est ça qui a réussi. Le Maroc vous soutient à fond, mais vous expliquez dans votre livre qu'à l'inverse, quand il y a une défaite, vous avez des origines sénégalaises et que du coup, on vous appelle la Sénégalaise. Comment on gère ce côté où on est très soutenu et puis d'un coup, on est descendu? Moi, je suis une métisse et je me sens bien partout. J'ai fait tous les continents. Il y a 3 cultures qui sont fortes chez moi. J'ai toujours eu à m'intégrer quelque part. Je suis arrivée en France, il fallait que je m'intègre. Au Maroc, je suis retournée, il fallait que je m'intègre. Au Sénégal, c'est pareil. Je suis habituée au rejet. Ce rejet-là, en France, je l'ai eu. Des propos racistes. Il n'y a pas pire que rejeter l'autre. C'est qu'en fait, le racisme n'a pas de frontières. Au Maroc, c'était pareil, hein, donc il fallait me trouver quelque chose. Des haineux, il y en a toujours. Et c'est là où j'étais heurtée. Je me dis, mais non, mais là, je suis au Maroc et comment ça se fait, on peut me sortir ça? Donc oui, il y a eu une minorité qui a pu me challenger pour que, et encore une fois, il faut éduquer et rééduquer pour la nouvelle génération. Donc moi, je ne les laissais pas passer. Je suis toujours dans la confrontation pacifiste. Donc sur les réseaux, là-dessus, je ne laisse pas passer. Contrairement à des matchs de tennis ou de foot, le judo, c'est des matchs qui sont courts. Comment on aborde cette interdiction de faire la moindre erreur, sinon c'est terminé? On s'entraîne 4 ans. Tout ça, pendant les 4 ans, c'est pour 4 minutes des fois. Et si on dit 20 minutes, parce que c'est 4-5 combats, il y a 20 minutes où il faut être concentré sur une journée. C'est ça qui est magique au final. Et c'est pour ça que les athlètes de niveau, je pense, font partie des personnes qui rêvent encore malgré le chaos. Ou c'est des adultes encore qui rêvent et qui se remettent tout de suite en selle malgré des défaites. Vous aviez prévu de participer aux Jeux de Paris et il y a eu un changement de dernière minute. Pourquoi? C'est vrai qu'après Tokyo, il y a eu une Olympiade de 5 ans. On a connu une Olympiade très longue. J'ai eu 4 ans et 5 ans. C'est très, très dur pour un athlète. Et c'est vrai que le challenge, je l'aime bien. Et je me suis dit, à 41 ans, là, je serai vraiment la doyenne. Tu peux aller chercher une belle qualification. Sauf que pendant cette Olympiade, je me suis formée, j'ai repris les études, j'ai fait plein de choses. Et c'est vrai que le livre, les athlètes de haut niveau, c'est pas du sport santé. Un athlète de haut niveau, il a besoin d'un suivi psychologique au prépa, je pense, parce que ça fait partie des piliers de la performance. Technique, tactique, prépa physique, prépa mentale. Vous allez voir où je vais en venir. J'avais besoin d'aller titiller quelque chose chez moi pour pouvoir mettre en plume tout ça.
Et donc je pense que cette Olympiade, c'était le livre au final. Et que ma place à ces Jeux, c'était d'être de l'autre côté. Et c'est d'accompagner aujourd'hui. Et voilà, je suis très très fière d'avoir ma vraie place. À ces Jeux de Paris, je ne serai pas athlète, mais je vais accompagner pas mal d'athlètes que j'accompagne dans la gestion de stress. Je suis très heureuse d'être à cette place-là aujourd'hui. On parle de votre livre depuis le début, un peu en continu. Comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée d'écrire un livre ? Alors depuis toujours, j'ai un cahier où j'écris tout simplement les rêves que j'ai envie de réaliser. Donc il y a plein de phrases que j'ai cochées, parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'ai réalisées. Et en réalité, ce cahier, c'est un peu le livre que j'ai écrit. Les biographies comme ça d'athlètes, je voulais pas laisser une empreinte ou une transmission de cette manière-là. Parce que lorsque moi j'étais petite et que je lisais des biographies, mais des fois, le message, je ne pouvais pas le comprendre à l'âge de 15-16 ans. Donc, écrire des chapitres, laisser un message fort, simple, une écriture très simple. J'ai raconté une histoire factuelle où je mets un message fort, des outils. Après chaque extrait de votre histoire, vous expliquez psychologiquement et vous donnez des outils pour réussir à affronter ce type d'épreuve. J'essaie de le faire quand même en humilité. Je voulais pas rentrer dans le « faites ça, ça va marcher ». Je pousse les jeunes à reprendre la lecture, d'être curieux et puis de pousser la réflexion par eux-mêmes, d'être gourmands de savoir. Ça nous permet d'être libres. Quand on a un passé comme le vôtre, c'est facile de faire confiance, de tomber amoureux, de se lâcher. Oui, bien sûr. J'ai eu un petit passage, on va dire, un peu douloureux. Mais vous savez, vous êtes le premier podcast, et j'en ai fait beaucoup pour la promo du livre, de me titiller sur ce sujet. Donc, je trouve ça audacieux. Personne n'a voulu titiller sur ce sujet-là. En réalité, ce livre, j'avais envie de me mettre à nu. Je suis là en authenticité et puis vulnérabilité. Et donc, il y a eu ce passage de ma vie intime, de cette rencontre et puis de ce qu'il en est. Je l'explique avec pudeur, mais en même temps, j'avais envie de laisser ça assez tranchant et voilà. Vous arrivez à enlever votre carapace, vous tombez amoureuse et effectivement, on ne va pas spoiler, mais on peut percer cette carapace. On peut percer cette carapace, on peut très très bien en parler. La plus belle force d'un être humain, c'est sa vulnérabilité. Dès lors, on montre sa vulnérabilité. En fait, déjà, il y a une compréhension entre nous, il y a une communication qui se passe et on est proche des gens, en fait, tout simplement. Est-ce que le fait d'avoir évolué dans des milieux masculins, donc que ce soit la cuisine, pompier, judo, est-ce que ça vous a poussé à passer au-dessus des stéréotypes et de la discrimination pour trouver votre place ? Il y a quelqu'un qui m'avait dit, une personne, une belle rencontre aussi, « Asma, tu as les cheveux crépus, tu es une femme, tu dois travailler 2 fois plus. » Et je trouve ça très beau, en fait. Cette phrase, je la comprends parce que c'est une réalité. Femme racisée, c'est très difficile. J'avais tous les critères, en fait, de ne pas rentrer dans les codes. Minorité dans la minorité, ça peut être dangereux pour des personnes qui n'ont pas, on va dire, la tête bien placée où elle devrait être. Donc cette phrase, elle m'a habitée. Je me suis dit, à bras-le-corps, je dois montrer plus. Alors des fois, c'est fatigant. J'ai eu cette charge raciale. Pour être serveuse dans un très beau quartier, il y avait écrit, à l'époque, on avait le droit de faire ça, il y avait écrit type européen. Et donc moi, j'avais cherché ma carte d'identité et j'étais contente d'y aller. 17, 18 ans, on se rend pas compte, en fait, finalement, que c'était ça. Pour moi, c'est tellement aberrant, en fait. Et puis j'arrive, et puis c'est vrai qu'elle m'a dit, vous avez pas vu là. Elle était si gênée de pouvoir me dire ce que ça voulait dire, parce qu'elle voyait une petite jeune fille qui avait juste envie de travailler, un job d'été pour payer son permis, et qu'elle puisse me expliquer ce que c'est type européen. Et donc, en fait, je lui dis, non, je suis européenne. Je sors ma carte d'identité et je lui tends. Elle savait pas quoi faire. Je sais qu'elle devait appeler quelqu'un pour m'expliquer ce que ça voulait dire, type européen. Quand elle me l'explique, c'est là la charge sociale. C'est que je m'excuse. Ah, excusez-moi, d'accord, c'est ça. C'est pas grave, je suis désolée. Au revoir, je comprends. Et en réalité, avec du recul, mais c'est grave de ne pas avoir ce poste parce que j'avais pas la bonne couleur de peau et pas par rapport à mes compétences. Et ça, il y a des années qui sont passées pour que je le comprenne. Parce que je n'étais pas dans la victimisation. Je voulais, à bras-le-corps, réussir ma vie. Au-delà de tout. Quelle est votre définition de la femme inspirante ? Pour moi, tout simplement, c'est une femme qui n'a pas peur,
qui est dans le full of love, en fait, qui connaît ses compétences, qui a confiance en elle, qui est résiliente. C'est tout cet univers de cette femme qui se met toujours debout, qui montre le chemin aux autres femmes. Et vous avez une femme qui vous a particulièrement inspirée ? Toutes les femmes, en fait, qui disent non quand il le faut. Toutes ces femmes qui se battent pour la dignité. Toutes ces femmes qui combattent l'injustice. Et il y a un moment où la marche vous a semblé trop haute, vous avez voulu renoncer ou abandonner ? Non, vraiment, à bras-le-corps. Et le moment dont vous êtes la plus fière ? Et je vais vous surprendre, c'est pas les médailles, c'est lorsque j'ai déposé mon livre à la médiathèque au collège Victor Hugo où j'étais élève. Je me suis mis à pleurer. Votre livre là actuel, oui, vous êtes retourné dans votre école ? Oui, j'ai fait une conférence aux élèves. C'est un quartier du 93. La médiathèque, j'y ai passé beaucoup de temps et de déposer mon livre là-bas, j'ai versé ma larme. J'ai pas beaucoup pleuré sur les podiums, mais là c'était, je pense même plus fort qu'une médaille olympique. Quel a été votre plus gros défi ? Le rêve olympique, 4e mondial à un moment donné en 2018. C'était un défi qui vraiment il fallait beaucoup de discipline pour y arriver. Quel est votre prochain Everest ? J'ai beaucoup de challenges sportifs qui vont arriver. Je ne vais pas les spoiler. Pas forcément le judo ? Non, pas du tout. Au-delà du judo. Ceux qui me suivent sur les réseaux, ils peuvent découvrir très très vite quel est l'univers que je fais aujourd'hui. Je fais tout ça pour continuer à être la meilleure version de moi. Parce que c'est important, j'aime bien me challenger, garder cette discipline pour mieux accompagner. La résilience, elle n'est pas éternelle, c'est tous les jours. C'est une responsabilité, voilà, de pouvoir travailler sur moi pour mieux accompagner chaque jour. Est-ce que vous avez un mantra qui vous anime ? C'est la respiration. Une respiration consciente. Respirer veut dire étymologie spirale. Spirale vient du spirituel. Je prends le temps de respirer. Pour moi, c'est ce qui gère mes émotions. On va revenir à mon sujet de prédilection qui est l'automobile. Est-ce que vous prenez beaucoup la voiture ? Oui. Et qu'est-ce qui ne vous quitte jamais quand vous prenez la voiture ? J'ai un petit judogi qui est au-dessus. Qui vous porte bonheur ? Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire quel est votre meilleur souvenir en voiture ? Je sortais du sport, donc j'étais vraiment débardeur. C'est vrai que j'ai une musculature, je suis une athlète. Il y avait un couple, son copain, je ne sais pas pourquoi, il était fâché. Et puis, il m'a fait un bras d'honneur et il n'était pas très content. Au final, on se retrouve au feu rouge. Sauf que moi, je descends quand il me voit arriver. Et là, en fait, il me regarde et il regarde sa copine et puis il ferme la fenêtre. Et il monte mes bras, il s'excuse en même temps. Alors j'éclate de rire, il éclate de rire. Franchement, c'était un moment très très marrant. Parce que sa copine, elle s'est moquée de lui. Elle lui a dit, là, t'es tombé sur un athlète de niveau. Et je pense que ça a dû lui mettre un petit, qu'il faut pas faire ça. À l'inverse, quel est votre pire moment automobile ? À l'âge de 11 ans, un souvenir pas joyeux, frontière maroco-algérienne. Donc lorsqu'on arrive en Algérie, que notre père nous fait passer par cette frontière, il y avait, c'est vrai, un monsieur armé. Et puis j'avais un peu peur parce qu'on savait pas où on allait. Et c'est vrai que je me souviens de cette voiture, un van blanc, et on ne savait pas où on allait. Et il y a une mémoire qui est liée à la peur, que je sais gérer aujourd'hui, mais c'est vrai que si on me demande, là vous me demandez, donc en vulnérabilité, je vous la partage. Finalement, en voiture, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts ? J'écoute des podcasts, j'aime beaucoup. Alors, moi, je suis très consommatrice de podcasts inspirants. Puis sinon, j'écoute de la musique, je chante. Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, on part en road trip. Asma, où est-ce que vous nous emmenez ? Direction route de la soie. On va traverser l'Ouzbékistan. Cette route de la soie, elle est magnifique et j'ai envie de la faire un jour, même si j'ai fait beaucoup de pays. Je me suis arrêtée et je me suis dit un jour, je ferai cette route de la soie. Au revoir Asma et un immense merci pour ce moment sportif. Merci beaucoup pour cette invitation. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser un petit cœur et un commentaire. Et surtout, abonnez-vous à Parole de Femme sur toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram pour ne louper aucune des prochaines rencontres avec nos passionnantes invitées.